Voilà. Et puis je pense qu'on va s'y mettre tranquillement. On laissera la team retardataire nous rejoindre quand ils sont prêts. Et puis bah, la team replay, ils nous regarderont en replay. Voilà, jusque-là, merci Laura. On aurait pu s'en douter. Hop, j'ai deux liens à ouvrir. Ok, aujourd'hui, hop là. Aujourd'hui, on est là pour parler professionnel de l'accompagnement, syndrome du sauveur. Et comment est-ce qu'on se sort de cette position du sauveur quand on accompagne les autres? Donc, comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 minutes pour me mettre dans le chat ou déverrouiller vos micros, pour me dire, surtout celles et ceux que je ne connais pas, vos métiers, vos spécialités, slash cibles que vous accompagnez, enfin voilà, et avec quoi vous voudriez repartir de tout cet échange. Oui, je connais. Sur position du sauveur. Avec quoi vous voulez repartir? Comme ça, comme d'habitude, je réajuste un petit peu mon programme s'il y a besoin. Est-ce que vous avez l'impression d'être concerné? Est-ce que vous venez en curiosité de tiens, c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous venez parce que vous pensez être concerné? Voilà. Comme ça, je me fais un peu un topo. Vas-y, Audrey, hein. Alors de mon côté, donc bah, mon métier, tu le connais, j'ai pas changé depuis 2 ans. Je suis donc diététicienne, spécialisée dans l'endométriose, le syndrome de la polycystique et les troubles digestifs. Alors, pourquoi une masterclass m'intéresse? C'est quoi? C'est marrant. En plus, j'étais au téléphone avec quelqu'un ce matin qui voulait un rendez-vous et j'ai revu le mail et je me suis dit: «Non, mais la masterclass de Laura, elle tombe pile au bon moment». Parce que du coup, bah, quand tu es diététicien, quand tu es professionnel de santé, bah, c'est compliqué de ne pas tomber dans le syndrome du sauveur parce que tu as envie d'aider à tout prix, tu as envie de sauver la personne, surtout quand on te fait part de problématiques un peu en mode désespéré, comme l'appel que j'ai eu ce matin pour une prise de rendez-vous. Elle me disait non, mais elle n'a pas de solution, elle sort plus, elle vit plus. Et là, il arrive quoi, le syndrome du sauveur, tu te dis, ouais, c'est. Et Oui. je pense que c'est aussi un peu à cause de ça que mes consultations durent des fois 1 heure et demie, voire 2 heures, alors qu'elles devraient durer 30 minutes. Ok. Euh, donc, je pense, honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Te connaissant, ça sera sûrement génial, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je sens que vraiment que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider, quoi. C'est pour arrêter de faire durer des consultations pendant 2 heures et demie alors que ce sont durées 30 minutes et que Mm. même moi, ça m'arrange pas parce que j'ai d'autres trucs à faire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. Carole, je vois mon bouquin en, en arrière-plan. Je vais faire un petit tour dans le chat. Alors, qu'est-ce que j'ai Trop loupé? bien, hein, le bouquin. J'adore. Merci, Carole. J'ai fini, en fait, là. Ok. Mais relecture, Ah oui, retravail, en fait. d'accord. Eh ben, je suis contente qu'il vous plaise. Qu'est-ce que j'ai loupé dans le chat? Naïs, bonjour Naïs. Tu es coach formatrice, tu viens par curiosité car on t'a transféré ma newsletter. Ok, cool. Très heureuse de te rencontrer virtuellement, réciproquement. Amélie, tu m'as dit enseignante de yoga, je me sens surtout en posture de sauveuse dans les sessions individuelles. Après, ça dépend des gens. Ok. Pas de souci, Naïs, pour la caméra. Carole, tarologue, je connais. Arriver à limiter les demandes. Tu veux dire à limiter le flux entrant ou à circonscrire la demande dans le cadre de ton exercice à toi? Un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens arrivent et ils ont tellement, tellement de choses. Et en fait, j'aurais trop envie de les aider sur tous les sujets. J'ai besoin de les aider, en fait, aussi, du coup, à structurer eux-mêmes, quoi, pour pouvoir revenir sur quelque chose de précis, parce que je ne peux pas tout faire. Ok, d'accord. Voilà. Amélie, je m'attends à un éclairage qui va compléter mes prises de conscience. Ok. Euh, Carole, Audrey te demande si tu n'es pas trop traumatisée par les constructions du monde. Je crois que j'ai traumatisé beaucoup de gens avec ce concept des constructions du monde. Christian, tu me dis, je viens de débuter une formation coach professionnel. Ok, du coup, je viens prendre un peu des infos, mais je pourrais pas rester longtemps. Bah, il n'y a pas de problème, Christian. De toute façon, tu recevras le replay dans l'après-midi, donc tu pourras regarder la fin en replay. Et Laetitia, tu es graphiste, astrologue, et tu as du mal à avoir une posture juste. Ok, très bien. Bon, donc, on a pas mal de profils différents, on a pas mal de sujets. Je vais vous mettre dans le chat
puisque évidemment, enfin je dis évidemment pour celles et ceux qui me connaissent, mais en fait il y a des nouveaux ici. Donc les masterclass pro de l'accompagnement, elles arrivent souvent dans le cadre d'une nouvelle promotion de la formation sur la posture. Donc je vais vous en parler plutôt à la fin, comme ça on va pas passer un temps infini d'entrée de jeu sur la formation. Donc je vous mets le lien dans le chat vers la page de la formation avec le planning, le programme, le détail, blablabla. Si vous voulez regarder ça tranquillement, le lien vers mon calendrier pour réserver un appel découverte si vous souhaitez qu'on en parle, qu'on voit si c'est fait pour vous. Les appels découvertes sont gratuits, ils sont sans engagement. Donc voilà, je vous montrerai plutôt à la fin, s'il y en a qui sont intéressés ou curieux, curieuses, quelques coulisses de la formation, vous montrer un petit peu la plateforme, etc. Puis j'annoncerai une de nouveautés aussi à la fin. Donc, cette formation, et ça va nous faire la transition avec le premier point à voir, elle est pour vous. Bon, si vous êtes pro de l'accompagnement, hein, évidemment, on va commencer par là. Coach, thérapeute au sens large, les thérapeutes aussi de l'énergétique. Hein, là, dans la dernière promo, il y avait une consoeur tarologue à vous. C'est pour vous si vous avez besoin, / envie de travailler sur la posture, vous avez conscience que la posture d'abord, les outils après, parce que les outils, ça ne vous sauvera pas la mise, que vous avez envie de pouvoir mener vos séances, vos accompagnements de A à Z, c'est-à-dire que vous savez répondre, vous savez réorienter, vous savez réagir, vous savez relancer. Quoi qu'il vous tombe sur le coin de la tête, vous savez réagir, vous savez en faire quelque chose, vous savez pondre une analyse. Les outils, c'est the cherry on the cake. Si vous avez envie, besoin de gagner en solidité théorique, on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que la théorie, c'est important, parce que je sais que nous sommes dans l'ère de « il faut pratiquer, pratiquer ». Oui, il faut pratiquer, mais quand on accompagne des humains, la théorie, c'est bien aussi. Et ça peut vous éviter un bon nombre de galères, pour être poli. Les séances qui durent 2 heures plutôt qu'une demi-heure, par exemple, sujet récurrent, qu'on voit en long, en large et en travers dans la formation, et dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est pas forcément lié au sauveur, mais hein, voilà, c'est quand même souvent le cas. Si vous voulez faire passer vos accompagnements à un autre niveau, aller plus loin dans vos accompagnements, aller plus en profondeur dans vos accompagnements, comprendre les jeux psychologiques, savoir les analyser, savoir les démanteler. Au passage, tout ça, ça vous est bien utile pour vos vies personnelles, à vous aussi. Bon, non, c'est la formation qu'il vous faut. Je ne fais pas d'autres promotions avant au mieux octobre 2024. Là, c'est sûr qu'avant octobre, ça rentre pas dans l'emploi du temps. Donc, au mieux octobre. Au pire, 2025. Voilà, ça, c'était les infos, je crois, de base. Et que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Si pendant, il y en a qui ne me connaissent pas, si pendant la masterclass, waouh, ça va être compliqué mon cerveau, on évoque des bouquins, des ressources, etc., je remets tout dans le mail que vous recevez cet après-midi avec le replay. Voilà. Position du sauveur. Alors, avant que je vous ai préparé une liste de 15-20 points qui peuvent vous faire dire ça sent un petit peu le sauveur quand même. Avant ça, on se rappelle de quoi on parle. On est dans le vocabulaire utilisé. Oui, vaste programme, la formation posture. Oui. Bah, il y a beaucoup de choses, formation de posture. Hein. Il y a beaucoup de postures, par définition. Il y a beaucoup de psycho, forcément. Mais il y a de la philo, il y a de la psychologie sociale, il y a un peu d'énergétique aussi. Enfin, il y a plein de choses. Mais je vous en reparlerai à la fin. Donc, on est avec le sauveur dans le vocabulaire de Stephen Karpman, que peut-être il y en a beaucoup qui connaissent de près ou de loin avec son fameux triangle dramatique, que des fois par abus de langage on appelle le triangle de Karpman. Alors notre pauvre ami Karpman, il a pas fait que ça, mais du coup c'est vrai que généralement il est un peu résumé à cette théorie-là. Donc théorie de quand il y a des jeux psychologiques, on va être sur 3 positions, le sauveur, la victime, le persécuteur. C'est notre triangle avec les 3 angles entre guillemets du triangle. Aujourd'hui, on va un peu plus se focus du coup sur la position du sauveur, mais il y en a d'autres. Et donc, nécessairement, ça implique que si vous êtes dans des positions de sauveur, ça implique que vous avez en face de vous quelqu'un qui va rentrer aussi dans le jeu psychologique. La plupart du temps, ça sera plutôt une position victimaire que vous aurez du coup en face de vous, parce que la plupart du temps, les sauveurs plutôt s'entourer des positions victimaires, mais vous pouvez aussi avoir des positions de persécuteurs. On y pense moins parce que chez les bénéficiaires, on se dit qu'ils ne peuvent pas être en persécuteur, ils peuvent l'être. Hein, ils peuvent l'être. Le bénéficiaire qui critique, le bénéficiaire qui vous fait des reproches, le bénéficiaire qui n'est pas content de l'accompagnement, selon comment c'est formulé bien entendu, il peut être en persécuteur. Vous pouvez avoir un autre sauveur en face de vous, c'est possible aussi. C'est pas rare.
quand vous accompagnez, selon les profils que vous accompagnez. Donc voilà, on va être sur ce triangle-là, persécuteur, victime, sauveur. Avant qu'on revienne, on fera une deuxième partie. En fait, je vais peut-être vous donner le plan. Je l'ai prévu en 3 parties, outre vos questions, bien entendu. 1, reconnaître la position du sauveur. 2, comprendre comment ça se construit et comment ça se maintient, cette position du sauveur, de pourquoi vous la maintenez. Troisièmement, comment on travaille sur la position du sauveur. Ok. 1, reconnaître qu'on peut être un sauveur quand on accompagne les autres. Liste non exhaustive, mais assez vaste. Ok. Les séances qui durent une plombe. Déjà, ça c'est souvent le truc qui revient tout le temps. C'est pas normal, si je puis dire ça comme ça, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas normal quand vous avez un timing de séance, vous avez défini que votre séance a duré par exemple 1 heure, c'est pas normal, c'est pas gentil, c'est pas généreux de faire des séances qui durent 1 heure et demie ou 2 heures. Je provoque un peu en vous disant ça parce que je me doute que vous le faites par gentillesse et par générosité, mais ça rend service à personne. Mais on reviendra sur cette question de la longueur des séances. Donc les séances qui durent beaucoup plus longtemps que prévu, ça va aussi avec le fait de, deuxième point, je gratte 5 minutes au cas où. Vous voyez, ça peut-être que vous vous reconnaissez dans cette sensation limite un petit peu d'anxiété, de se dire non mais je vais juste déborder 5 minutes de plus et puis 5 minutes de plus, parce qu'il y a cette espèce de truc à l'intérieur qui dit je vais tomber sur l'info, je vais passer un autre step dans la séance dans les 5 minutes, je vais trouver l'info je vais rebondir sur le truc formidable, je vais trouver l'outil incroyable, je vais faire la relance de la séance, bref. Le fait de gratter comme ça un petit peu sur le cadre, ça va rejoindre la notion du cadre. Troisième truc qui peut vous mettre sur la piste, le fait de vouloir tout donner. Principe de base de la position du sauveur. Vous voulez donner tout votre temps, vous voulez donner tous vos conseils, vous voulez tout donner à votre bénéficiaire. Je dis votre bénéficiaire, ça doit marcher a priori pour vos enfants, conjoints, amis, parents, etc. Mais là, on va parler de bénéficiaires. Quatrième truc qui peut vous mettre sur la piste, le fait de répondre à toutes les sollicitations en interséance, par mail, par message privé sur Instagram, etc. Voilà, Audrey, elle connaît. Allez, bingo, encore un. Cinquième critère, entre guillemets, la difficulté à assumer les tarifs que vous avez, d'être à l'aise avec ça, voire même de les baisser. Ça va rejoindre la question de l'endettement, dont on parlera dans la deuxième partie. Là, je te connais bien, oui, je t'ai eu en coaching, puis je vois ta tête surtout. Donc, difficulté à assumer les tarifs, ne pas être à l'aise avec ça, voire effectivement rentrer même dans le fait de baisser ses tarifs, c'est pas toujours dû au sauveur, mais ça peut nous évoquer ça. Et si vous commencez à avoir 1 critère, 2 critères, 3 critères, voilà. 6e critère, se rendre constamment disponible pour les bénéficiaires. Évidemment, les bénéfices secondaires du sauveur. Donc, 7e critère, le besoin profond de reconnaissance. J'ai besoin que mes bénéficiaires soient contents, j'ai besoin qu'ils soient satisfaits de l'accompagnement, j'ai besoin qu'ils me remercient, j'ai besoin qu'ils montrent, j'ai besoin de voir dans leur évolution que mon travail est utile et que je me sens reconnue dans le travail qu'ils font avec moi. Je ne sais plus où j'en suis. 8e critère, le besoin de se sentir indispensable, utile, surtout indispensable, puisque là, vous êtes à la définition même de la position du sauveur qui va chercher à se rendre indispensable. Se sentir sur-responsable des avancées du bénéficiaire, de l'atteinte de ses objectifs, de son mieux-être, de sa santé, que sais-je. Se sentir sur-responsable. Le sentiment d'impuissance, très courant dans les positions de sauveur, puisque par définition, vous ne serez pas en capacité de contrôler vos bénéficiaires. Donc, si je me sens sur-responsable de, eh ben, forcément, à chaque fois que ça va pas coller avec mes attentes, je vais sûrement me sentir impuissant ou impuissante, quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les positions de sauveur. Ce qui va aussi expliquer pourquoi vous faites durer les séances plus longtemps, parce que c'est aussi ce sentiment d'impuissance qui peut vous pousser à dire non, mais je vais continuer, parce que si j'ai plus de temps, j'aurai plus de temps pour donner plus de choses, pour donner plus de conseils, pour faire plus d'analyses, pour donner plus de contenu, pour blablabla. Je sais plus à quel nombre j'en suis, peu importe. Énième critère, être sur tous les fronts, qui va avec le critère suivant, difficulté à se reposer. J'ai une position de sauveur. Connais bien ça. La difficulté à s'affirmer et ou la difficulté à être soi-même.
Ça peut nous amener du coup aussi à des difficultés sur le plan marketing, si ça peut vous mettre la puce à l'oreille d'un point de vue marketing, les difficultés de positionnement, la difficulté à se définir, à définir une cible, à définir un positionnement, à définir une spécialité, quelque chose qu'on voit très souvent chez les pros de l'accompagnement. Ça peut aussi venir nous parler de position du sauveur, puisque la position du sauveur, c'est intrinsèquement une position qui a appris à faire et qui n'a pas appris à être. Donc, lire les trucs de développement personnel qui vont vous dire toute la journée, soyez vous-même. Si vous avez appris des positions de sauveur, autant pisser dans un violon, ça fait à peu près le même effet. Les positions de sauveur n'ont pas appris à être elles-mêmes. Donc même s'ils comprennent ça avec leur tête, ça va pas faire grand-chose. Donc ça peut se retranscrire d'un point de vue marketing sur cette difficulté assez courante d'avoir du mal justement à définir une cible, définir un positionnement, définir une spécialité. Et là, vous pouvez entendre le sauveur qui dit oui, mais moi je veux aider tout le monde. Oui, mais moi il y a tous les sujets qui m'intéressent. Voilà. La volonté d'avoir, mais ça va rejoindre le sentiment d'impuissance, la volonté d'avoir toujours une solution pour son bénéficiaire, la volonté d'avoir toujours une solution, d'avoir toujours un outil, d'avoir toujours une réponse, d'être très embêté, voire même très angoissé par la problématique d'un bénéficiaire que vous ne savez pas prendre en charge, pour laquelle vous n'avez pas d'idée, pour laquelle vous n'avez pas d'analyse, pour laquelle vous n'avez pas de réponse, pour laquelle vous n'avez pas d'outil. Bref, ça va rejoindre la thématique du sentiment d'impuissance du sauveur, qui là va se retrouver confronté à je veux désespérément te sauver et je n'y arrive pas. Très compliqué pour la position de sauveur. Et puis après, d'un point de vue, on va dire un peu plus pragmatique avec le triangle de Cartman, si vous avez beaucoup de bénéficiaires dans des positions victimaires, ça peut vous mettre quand même la puce à l'oreille que en miroir, entre guillemets, vous puissiez éventuellement être dans des positions de sauveur. Bénéficiaires en position victimaire en français, ça veut dire les bénéficiaires qui font pas le travail interséance et qui annulent les séances au dernier moment. Alors, c'est pas toujours des positions victimaires. Là aussi, on fait simple, on verra en détail dans la formation toutes les possibilités de pourquoi ça se passe comme ça avec un bénéficiaire. Mais d'une manière générale, un bénéficiaire qui est dans une position de passivité, qui est dans une position de déresponsabilisation, qui attend de vous que vous preniez les responsabilités, qui attend de vous que vous ayez des solutions, qui attend de vous que vous transformiez sa vie. Hein, dans le coaching, on entend souvent ça. Il faut que tu m'aides à changer de vie. Aïe, 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 red flag, fort. Le bénéficiaire qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Voilà, tout ça, ça parle d'un bénéficiaire en position victimaire. Et ou si vous craignez par-dessus tout les positions de persécuteur, que vous peut-être percevez comme les méchants de l'affaire, ça peut souvent faire penser aux positions de sauveur. Les positions de sauveur, par définition, dans leur construction, ont appris à craindre par-dessus tout les positions de persécuteur, puisque le persécuteur, c'est la seule position qui ne vous apportera pas ce que vous cherchez en termes de reconnaissance. Donc généralement, les sauveurs, ils ont plutôt du mal avec les persécuteurs et ils les craignent pas mal. Liste non exhaustive, mais déjà fournie. Amélie, je te vois te reconnaître par moment. Qu'est-ce que tu me dis, Audrey, quand on sait que ton livre s'appelle Transformer sa vie d'entrepreneur? Oui. Ok. Est-ce que déjà dans cette liste, il y a quelqu'un qui se dit oula, je crois que j'ai à peu près tout coché. Ouais, Carole, Audrey. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'inverse qui se dit ouf, j'ai rien coché finalement? Amélie, ouais, tu te reconnais aussi. Alors, Naïs, tu me dis non. Non, t'as rien coché? Non, t'as rien coché. Ok. Ok. Donc, tu vois, Naïs, peut-être que finalement. Ah oui, tu as coché. Ok. J'ai pas compris. Pardon, c'était vraiment pas clair. Non, j'ai bien sûr coché. Donc non, je ne peux pas dire que je n'ai pas coché. D'accord. Ok. C'était... Pardon, pas clair. Alors, Audrey, tu dis ça fait peur quand on coche quasiment tout, mais en fait, c'est juste la position du sauveur qui fait ça. Hein. C'est une seule racine qui fait plein de bourgeons, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai pratiquement tout coché parce que ça dépend entre ce que parfois c'est familial et parfois c'est professionnel, en fait. Et du coup, j'arrive à cocher toutes les cases pratiquement, quoi.
C'est top, hein, je suis très forte. Alors après, hein, on n'aura possiblement pas le temps de débriefer ça aujourd'hui, mais on en parlera dans la formation, dans les aspects un peu plus systémiques d'un point de vue philosophique et politique, hein, mais vous avez aussi un effet systémique, hein, c'est que les femmes sont souvent suréduquées, hein, ces positions de sauveur, hein. Puisque généralement, les femmes sont quand même plus éduquées au care, à prendre soin, à être dans l'écoute, etc., etc. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous faire un exercice. Je lis juste dans le chat, je me rends compte que même dans mes sessions collectives, je peux être en sauveuse. Ok, intéressant. Alors bah, toi, dans les sessions collectives, ce qui va être intéressant, c'est que par définition, comme tu vas avoir, j'en sais rien moi, admettons 6 personnes, ça veut dire qu'il y a plein de jeux psychologiques qui doivent se jouer en même temps, avec des sous-jeux psychologiques entre des participants, etc. Donc là, c'est encore un niveau d'analyse au-dessus, mais il doit se passer plein de choses, effectivement. Oui, mettez-moi, si vous voulez participer, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de partager ça. Si vous voulez vous prêter à l'exercice, c'est comme ça je vous fais faire un exercice de la formation. Dans le chat, prenez une minute pour réfléchir à ce que vous donnez dans vos relations, d'un point de vue psycho-affectif, hein, je parle. Et puis, soit vous le gardez pour vous, soit vous pouvez nous partager dans le chat si vous voulez. Qu'est-ce que vous donnez dans vos relations? Audrey, tu comprends pas la question. Qu'est-ce que tu donnes dans tes relations? Ça veut dire, qu'est-ce que d'un point de vue, entre guillemets, psycho-affectif, tu vas donner? Est-ce que tu as tendance à donner ton temps? Est-ce que tu as tendance à donner ton écoute? Est-ce que tu as tendance à donner des critiques? Est-ce que tu as, tu vois? Ce qui peut vous aider aussi, c'est ce pourquoi les gens viennent vous chercher. Ok, alors, on commence à voir les réponses arriver. Énergie, temps, écoute, énergie, bienveillance. Ok. Temps, écoute, empathie, responsabilisation, confrontation, ouais, une forme de questionnement, d'aider l'autre à réfléchir. Je donne du temps, la cuisine, je donne de l'écoute, de la compréhension, des conseils, de l'optimisme, de l'écoute. Ok? Qu'est-ce que ça vous évoque en lisant ces réponses? C'est bien de donner de l'écoute quand même, sinon on ne ferait pas ces métiers. Mhm. Moi, ce que j'entends dans vos réponses, c'est pas étonnant, c'est que en fait, toutes les personnes qui... Qu'est-ce que tu me dis, Naïs? Si on le fait quand on nous demande, pas qu'on accompagne, non. Alors, Ouais, vas-y. un peu la question de consentement. Enfin, ta question, c'était qu'est-ce qu'on donne dans les relations? Je me dis que si c'est des choses, on nous demande explicitement ça, ben, c'est de l'accompagnement. Moi, c'était relations professionnelles, hein, le sous-titre dans ma tête. En revanche, si on le fait alors que personne ne nous a rien demandé, Mmh. Alors, il y a quelque chose qui est important en fait dans ce que tu évoques, c'est que le fait de donner quand on vous l'a pas demandé, c'est le propre de la définition du sauveur. Que ouais. le propre de la définition du sauveur, c'est j'anticipe les besoins et les demandes, Mm. et donc je vais donner sans qu'on m'ait rien demandé. Donc effectivement, il y a cette partie-là qui est très importante dans ce que tu dis. Et en fait, d'une manière générale, ce que j'entends dans vos réponses, c'est que vous me répondez toutes la définition même du sauveur. Une position de sauveur, quand on lui demande ce qu'il donne dans une relation, il va dire je donne mon écoute, je donne mon temps, la disponibilité, je donne du soutien, je donne de la solidité, je donne de l'énergie. Ça, c'est la question de l'endettement du sauveur, on en reparlera après. Et donc, généralement, quand vous demandez à des positions de sauveur, ce sera le cas avec vos bénéficiaires, hein, généralement, ça ne loupe pas, hein. Si vous accompagnez des positions de sauveur, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils donnent dans une relation, ils vont tous vous répondre ça. Je donne du temps, de l'écoute, du soutien, de la confiance, de l'honnêteté, des solutions, des conseils, de l'énergie, blablabla. La définition même de la position du sauveur. Le persécuteur, vous aurez pas répondu ça. C'est sûr que non. La Mais position... des conseils, non? De Ou quoi? Je me dis qu'un persécuteur, il aurait peut-être dit que des conseils ou des principes de vie et tout. La victime, je me dis qu'elle dit peut-être la même chose que le sauveur.
t'as l'impression de donner aussi et de pas être reconnu, peut-être, enfin, dans des... Ça peut être divers, mais... La sensation de donner et de ne pas recevoir autant en échange, de ne pas être reconnu, là, tu es dans le propre de la définition du sauveur, en fait, qui par définition, parce qu'il donne beaucoup, va endetter les relations. Et donc, il aura toujours la sensation, quoi qu'il fasse, de toute façon, qu'il ne récupérera pas l'entièreté de ce qu'il donne. Et c'est précisément parce qu'il donne autant, d'ailleurs, qu'il ne reçoit pas à part égale. Le persécuteur, il aurait sûrement répondu quelque chose du type, si vous demandez à une position de prédilection de persécuteur, parce que bien entendu, on utilise les trois positions, hein, mais c'est qu'il y en a une dans laquelle on a appris à sauter un peu rapidement. La position de persécuteur, effectivement, elle aurait plutôt répondu, moi ce que je donne dans mes relations, c'est du cadre, c'est des règles, c'est des critiques, c'est un regard constructif sur un projet, par exemple. Persécuteur, il aurait plutôt répondu ça, puisque c'est l'archétype qui, lui, va rappeler aux règles, aux normes, qui va reposer du cadre, etc. La position victimaire, généralement, elle est un peu enquiquinée avec cette question, puisque par définition, c'est une posture qui ne donne pas beaucoup, c'est une posture qui se met dans la position de recevoir. La position victimaire, généralement, dans ce qu'elle donne dans les relations, elle vous parlera beaucoup de confiance. C'est généralement de ça dont elle va parler, parce qu'en fait, dans sa position de passivité à déléguer les responsabilités, elle, sa lecture, c'est de dire, mais si je délègue ma responsabilité, c'est parce que je te fais confiance, mon cher sauveur. Tu peux le faire à ma place, je te fais confiance. Donc généralement, la position victimaire, c'est ça qu'elle va dire. Ce que je donne dans les relations, c'est du temps. Alors elle va généralement plutôt l'exprimer du temps au sens de la patience, parce que comme il y a une forme de passivité, c'est souvent des profils qui ont plus de capacité effectivement à laisser le temps filer, là où les sauveurs, généralement, ils sont vite impatients, parce qu'ils sont souvent drivés par l'impuissance. Donc les positions victimaires, ils peuvent dire ça. Je vais donner du temps, je vais donner du lâcher prise. Voilà, c'est une formulation bizarre, mais souvent ils peuvent le formuler comme ça. La confiance. Audrey, bah oui, c'est normal, non, de donner écoute, conseil, empathie quand on est accompagnant. Alors, en fait, il va y avoir une nuance, et c'est bien là que dans vos métiers, ça va être important. C'est-à-dire que effectivement, quand vous êtes dans le cadre de vos séances, on attend de vous une posture d'écoute, on attend de vous une posture d'empathie, même si ça, hein, j'en ai déjà parlé 25 fois. Attention. Non, je vais en retoucher 2 mots. C'est important. Attention, parce que les positions de sauveur, vous êtes rarement dans des positions empathiques. Vous basculez souvent dans des positions sympathiques. Or, quand vous lâchez sur votre cadre, par exemple, vous avez prévu une séance d'une demi-heure et elle dure 2 heures. Je ne vise personne. Donc, par exemple, quand je cède sur mon cadre et que je vais céder sur mes limites, par définition, j'ai déjà perdu ma posture empathique, puisque j'ai lâché le cadre. Donc, j'ai déjà basculé dans une posture sympathique. Et si j'ai basculé dans une posture, sympathique, probablement on peut avoir là de la position du sauveur qui se trame derrière. Et en fait, à partir du moment où je vais céder sur mes limites, je veux être tout pour l'autre. Parce qu'imaginez 2 petits bonhommes avec les cercles territoires psychiques autour. En fait, si je cède sur mes limites, et ben en fait, une des stratégies, ça peut être de venir englober l'autre. Et donc, je veux être tout pour l'autre. Et donc, je bascule dans des positions de sauveur. Et là, je suis plus du tout en empathie, là, hein. Je suis passé en sympathie déjà. Donc, je reviens sur mon bouton de départ, c'est-à-dire, oui, bien entendu, on attend de vous, en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est votre métier d'être à l'écoute, de donner vos conseils, en tout cas pour ceux qui, voilà, pour les consultants, les professions médicales, paramédicales, le conseil, pour les coachs, thérapeutes, vous êtes un peu moins dans le conseil, mais bref, on s'entend. Bien sûr, dans un cadre limité, sur lequel on ne cède pas. Sinon, on n'est plus dans une posture empathique. Et on a perdu la posture qu'on nous demande d'avoir. Et ça ne rend pas service, je vous assure, aux bénéficiaires. Amélie, tu me dis, quel est l'équilibre par rapport à ce qu'on donne dans une relation affective? Tu peux m'expliciter cette question? Je suis pas sûre de l'avoir bien comprise. Bah, idéalement, si j'ai bien compris le triangle de Cartman, on ne rentre pas dans le triangle en fait. Donc idéalement, une vie équilibrée, on évite quand on voit ce triangle arriver. Donc dans une relation affective idéale, on ne devrait pas être ni dans un rôle, ni dans l'autre, ni dans l'autre. Donc qu'est-ce qu'on donne? Quand on n'est ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le troisième. C'est une bonne question. Et je serais bien mauvaise praticienne d'y répondre à ta place. Mais je vais donner quelques éléments de réponse parce que, en fait, je ne peux pas répondre à votre place.
Parce qu'en fait, par définition, tout le travail que vous allez faire sur vous, que vous le fassiez avec moi dans la formation ou par vous-même ou avec d'autres praticiens ou praticiennes, qui consiste à venir investir cette position de l'adulte au sens transactionnel de la chose et donc de ne pas sauter dans ces jeux psychologiques, va vous permettre petit à petit de définir qui vous êtes vous, pas quand vous donnez tout. Mais justement, c'est une question profondément angoissante pour le sauveur de se dire, mais si je ne donne pas tout ça, il va rester quoi dans la relation? Et c'est normal en fait que ce soit une question qui puisse laisser une espèce de point d'interrogation parce que si tu t'es construite avec cette espèce de trame de fond qui dit que pour être reconnu, puisque c'est toute la confusion qu'a appris le sauveur, hein, le sauveur il a appris à confondre être reconnu et être aimé. Donc en fait il y a un truc, moi je devance un petit peu mon deuxième point, mais qui s'est construit par je veux être aimé, ça jusque-là c'est un besoin abyssal de l'humain, on va pas le discuter. J'ai appris à confondre que être aimé c'était être reconnu et pour obtenir de la reconnaissance je cherche à me rendre indispensable. Et puis là j'assiste à une masterclass où Laura elle est mignonne comme tout puis elle vient me dire mais peut-être que c'est pas ça qu'on attend dans une relation de donner du temps, de l'écoute, de la compassion, du soutien, etc. Mais là forcément ton cerveau va mettre un point d'interrogation en me disant mais t'es mignonne ma petite Laura mais en fait si je ne donne pas tout ça je ne suis pas indispensable, si je ne suis pas indispensable je ne suis pas reconnue, si je ne suis pas reconnue je ne suis pas aimée. Alors du coup qu'est-ce qu'on donne dans une relation affective si on donne pas tout ça? Je serais bien mal formée que de répondre à ta place. Mais c'est tout ce cheminement qui va vous permettre petit à petit de définir ce que vous allez donner dans vos relations. Je peux donner un exemple. Peut-être que ce que vous allez, et peut-être que vous le faites déjà en partie, peut-être que ce que vous donnez dans une relation, c'est votre capacité, je dis n'importe quoi, moi, d'analyse politique. Peut-être que vous êtes hyper doué en politique et que vos amis adorent, amis, conjoints, que sais-je, adorent échanger avec vous parce que à chaque fois qu'ils viennent à votre contact, ils changent leur vision sur un sujet d'actualité politique, vous voyez, par exemple. Ce qui ne veut pas dire, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que dans vos relations, plus jamais vous allez donner du temps, de l'écoute, de l'attention, c'est pas ça. Mais il y a une nuance que Naïs a rappelée il y a 5 minutes. Il y a une nuance très importante, c'est que le sauveur, on ne lui a rien demandé, explicitement. Et c'est ça qui est compliqué, parce que si vous êtes dans des positions de sauveur, vous avez probablement autour de vous des positions victimaires qui sont très douées pour ne jamais rien demander. Vous les avez forcément autour de vous. Ces amis qui vous appellent et qui vous disent oh là là, Amélie, ça va pas avec mon mari, là, on s'est pris la tête. Et Amélie, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, bah oui, je comprends, machin, c'est compliqué. Mais en fait, il n'y a pas eu de demande. En fait, si on s'arrête 5 minutes, je pourrais demander à mon ami, bah oui, j'entends qu'effectivement, c'est quelque chose de vraiment compliqué, cette dispute, ça a l'air de vraiment beaucoup te coûter. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour toi? T'as besoin de quoi? Parce que peut-être qu'en fait, mon amie, elle n'a pas besoin d'être écoutée. Peut-être qu'elle elle veut des solutions. Peut-être qu'elle veut le contact d'un praticien. Peut-être qu'elle veut cracher son vinaigre, effectivement, et juste avoir de l'espace. Vous voyez, et c'est le propre de la position victimaire, elle ne vous formulera pas de demande. Ou pas de demande raisonnable. Ok, mais du coup, on arrive au deuxième chapitre. Ça va continuer à vous éclairer. Comprendre comment ça s'est construit, cette position de sauveur, et comment elle se maintient. C'est la partie théorique de l'affaire. Mais c'est important. Alors, on reverra ça en long, en large, en travers pendant la formation et en détail. Mais en résumé, je suis enfant, je grandis dans un système familial X ou Y. Dans ce système familial X ou Y, je vais avoir des besoins psycho-affectifs qui vont être lésés ou que je vais percevoir comme lésés. Je ne vais pas recevoir suffisamment de présence, amour, expression, sécurité, reconnaissance, respect, blablabla. Ou je vais percevoir que je n'ai pas reçu suffisamment de... Bon. Donc, sur ces besoins qui ont été perçus comme lésés par l'enfant, l'enfant, petit à petit, va se mettre à se construire son monde. Désolée pour ceux que j'ai déjà psychotraumatisés avec cette notion des constructions du monde. L'enfant, petit à petit, va se mettre à se construire son monde et il va commencer à se dire, donc on va prendre l'enfant A, l'enfant B et l'enfant C, admettons que tous les trois, ils estiment qu'ils ont eu un besoin de reconnaissance qui a été lésé, puisque c'est le besoin fondamental lésé sur la position du sauveur. Oui, tu l'attendais, les constructions du monde. Bon, donc, ABC, besoin de reconnaissance lésé ou perçu comme lésé. L'enfant A, il va commencer à se construire son monde en se disant « Ah, mais en fait, si on ne m'a pas reconnu, c'est parce que je ne suis pas important. » Et vous allez petit à petit développer une construction du monde je ne suis pas important ou importante. Mais peut-être que l'enfant B, sur la même situation, lui, il va pas lire les choses de la même manière. Il va peut-être se dire « Ah, mais en fait, si on ne me reconnaît pas, c'est parce que je ne suis pas suffisant. Je n'en fais pas assez. »
Et vous allez plutôt développer une construction du monde du type je suis insuffisant ou insuffisante. Et puis admettons, l'enfant C va dire ah mais en fait si on ne me reconnaît pas c'est parce que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'aurait fait papa, de ce qu'aurait fait maman dans cette situation. Et vous aurez une construction je ne suis pas à la hauteur. Donc vous voyez par exemple vous allez avoir des constructions du monde différentes et par-dessus du coup vont s'accoler des stratégies comportementales qui permettent d'obtenir réponse à ce besoin. Et c'est là que ça part en cacahuète parce qu'en fait l'enfant va pas apprendre à intérioriser son besoin de reconnaissance, par exemple, si on parle du bénéfice secondaire du sauveur. Et donc, du coup, il va développer des stratégies comportementales pour aller chercher ce besoin de reconnaissance à l'extérieur. L'enfant qui va opter, entre guillemets, pour une stratégie comportementale de prédilection de sauveur, il va commencer à se construire son monde en se disant si je ne suis pas reconnu, c'est parce que je ne suis pas important, c'est parce que je ne suis pas suffisante, c'est parce que je suis invisible. Hein, c'est une construction d'inexistence qu'on retrouve très souvent chez les positions de sauveur. Et donc, en toute logique, il va dire si je ne suis pas reconnu parce que j'en fais pas assez, je vais en faire plus. Et vous allez vous retrouver avec une position de sauveur qui va faire tout le temps. Qui va faire le ménage, qui va faire les comptes, qui va faire sa carrière, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de tout. Et puis un jour, il débarque là chez vous en vous disant je suis à bout de nerfs, je suis en burn-out, je suis au bout du rouleau. Parce que j'en peux plus. Il viendra avec la rancœur aussi de dire mais moi je fais tout pour tout le monde et on me le rend jamais. Mais précisément ce que tu donnes dans la relation, tu ne l'obtiens pas. Précisément. En tout cas, pas dans les mêmes proportions, puisque c'est toi qui occupe tout l'espace, en fait. Et évidemment, ce que vous donnez beaucoup dans vos relations, vous avez commencé à y réfléchir tout à l'heure, c'est probablement ce que vous auriez aimé recevoir enfant, ou recevoir plus, en tout cas, enfant. Donc, mon petit syndrome du sauveur, là, je finis ma phrase, puis je vais aller vous chercher le tableau, comme ça je vous fais le résumé avec un petit schéma, c'est toujours beaucoup plus clair. C'est que il y a un endettement, c'est la base de la position du sauveur. Il va percevoir dans son système familial qu'on lui doit quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Donc il y a un moins dans la comptabilité familiale, il y a un trou dans la caisse. Là où le truc devient un peu étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, c'est quand même bizarre, chez ce gosse, il y a un trou dans la caisse, et lui ce qu'il fait, c'est qu'il continue à aller donner son temps, son argent, son énergie, etc. à l'extérieur, et donc il aggrave le trou. C'est vrai. Peut-être que les positions de sauveur ne sont pas des bons comptables. En gros, dans mon schéma, la position du persécuteur, elle dit démerdez-vous avec votre endettement. La position victimaire, c'est celle qui est hyper logique d'un point de vue comptable, elle dit il y a des trous dans la caisse, je vais faire rentrer des plus de l'extérieur pour contrebalancer le moins qu'il y a eu dans le système familial. La position de sauveur, on pourrait se dire c'est quand même bizarre de continuer à aggraver le trou. Pourquoi est-ce que le sauveur fait ça? Déjà parce que, il espère qu'à long terme, il va avoir retour sur investissement. Ça n'arrivera pas. Ça arrivera très rarement. Et ça ne sera pas à la hauteur de ses espérances. Et le deuxième truc, c'est la culpabilité. Notion hyper centrale à souligner, encadrer, stabiloter, rouge fluo, warning, panneau clignotant, de la position du sauveur. En fait, là où le bas blesse dans la position du sauveur, c'est qu'en fait, cet enfant, il se dit, s'il y a un endettement dans le système familial, c'est parce que moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris cela, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas été cela. La culpabilité dans la position du sauveur, elle va permettre à l'enfant de donner du sens à ce qu'il vit. En se rétro-fléchissant vers lui la responsabilité, il va donner du sens à son vécu. Sauf que petit à petit, on va se retrouver avec une montagne de culpabilité et du coup une surresponsabilité puisque tout a à voir avec lui en fait, puisqu'il considère être responsable de tout. Et donc vous allez les retrouver après à l'âge adulte avec évidemment un sentiment de culpabilité énorme. Vous allez les retrouver dans des profils à burn-out professionnels ou parentaux, évidemment, puisque comme ils ont appris à tout donner, leur énergie, leur temps, le soin, etc., au bout d'un moment, ils sont épuisés. D'ailleurs, exercice que j'aime beaucoup faire avec mes bénéficiaires, en position de sauveur, faites-leur, ou faites-le pour vous. Non, on va le faire. Prenez une seconde pour réfléchir. De manière très intuitive, très automatique. Vous me notez sur un papier, note du téléphone, que sais-je. Vous me notez les années 2019, 2020, 2021, 2022. Vous pouvez faire 2023, 2024 si vous voulez. Hein, mais... Et de manière la plus spontanée, la plus automatique possible, vous ne réfléchissez pas. Pour chaque année, vous me notez de 0 à 10 le niveau d'énergie de votre année. Réfléchissez pas.
pendant ce temps, je vais chercher mon tableau. Alors, en voyant l'exercice que je suis en train d'effacer sur mon tableau de ma consultation dernière sur le sujet, j'ai pas pensé de vous le mettre dans la liste. Le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas trouver sa place, d'avoir du mal à définir sa place, assez emblématique des questionnements du sauveur aussi. Est-ce que toutes celles, je crois qu'on n'est plus qu'entre filles en live, qui ont voulu se prêter à l'exercice de niveau d'énergie, vous avez terminé. Ok, Audrey, elle me dit 8, 5, 7, 6, 6. Ok. 2, 5, 6, 7, 9, 8. Ok. Covid n'a pas aidé. Ok. Alors déjà, petit exercice pour vous toutes, vous y réfléchirez après tranquillement, c'est d'essayer de repérer les années où vous avez le plus d'énergie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui était différent ces années-là? Ok. Alors généralement, ce qui est impressionnant, c'est de voir chez les positions de sauveurs l'année 2020-2021, les années des confinements. Si vous avez des bénéficiaires qui ont vécu des confinements seuls, je ne parle pas de ceux qui sont retrouvés avec les enfants et tout ça à la maison, mais comment ça, mauvaise énergie, ça compte? En fait, plutôt que d'avoir une énergie, tu vois, parce que là, j'imagine évidemment par rapport au confinement, le changement de ton énergie et de la manière dont tu peux agir, enfin bref. Mais là, moi, c'est pas agir, c'est plutôt réagir, tu vois. Donc, c'est plutôt l'idée, parce qu'en fait, mon énergie, moi, si je vais par là, elle était très haute dans la réaction, mais très basse dans l'action. Donc, c'est compliqué. En fait, c'est inversement proportionnel, je dirais. Mm. Du coup, c'est assez difficile de noter, mais voilà. Je dirais que c'était presque aux antipodes, mais des deux côtés, de façon inversée. Voilà. Ok. Donc bon, là je vois que pour beaucoup, le Covid a plutôt tendance les confinements ont plutôt tendance à vous avoir baissé votre niveau d'énergie. De manière quasi systématique, les positions de sauveur que j'ai en séance, les périodes de célibat, les périodes de Covid seul, vous voyez les niveaux d'énergie qui remontent. Et alors c'est quasi systématique, les sauveurs, quand ils se retrouvent seuls, hormis un premier temps qui est très difficile parce que l'angoisse de solitude, elle est archaïque dans la position du sauveur, mais dans un second temps, une fois que voilà, on a passé un peu la sidération, de la rupture, du divorce, du confinement, etc., généralement, les sauveurs, quand ils se retrouvent seuls, ils vous remontent un niveau d'énergie, mais forcément, puisqu'ils ne sont pas en train de se distribuer constamment à l'extérieur. Bref, c'était la petite parenthèse. Je reprends donc mon explication en schéma. Comme ça, je répète tout ce que j'ai dit. Mes versions schéma et visuel. Ok. Donc, normalement, on veut un parent qui donne beaucoup à l'enfant. Quand on est séparé avec Baptiste, mon énergie a remonté. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Et un enfant qui donne un petit peu aux parents. Il y a une réciprocité, il y a une circularité, mais évidemment, c'est au bénéfice de l'enfant puisque c'est lui l'enfant. Bon. Là, très souvent, c'est pas tout à fait ça qu'on va voir. Comme vous vous en doutez, on va voir un parent qui donne un peu à l'enfant et l'enfant qui se retrouve à donner beaucoup aux parents. Quand je dis donner, je parle notamment de psycho-affectif. Donc, c'est ici que il y a un moins dans la comptabilité. Il y a un endettement. Notre petit piou-piou, il a plusieurs stratégies.
Il pourrait, comme on le disait par exemple tout à l'heure, avoir la stratégie de la position victimaire qui va chercher des plus à l'extérieur, ce qui paraît extrêmement logique mathématiquement. Nous, on va se focus sur la position du sauveur. Qui va, enfin je pourrais mettre des plus parce qu'en fait il distribue ses plus dehors, mais du coup, ça aggrave le moins qui est là. Comme on a dit, pourquoi? Déjà parce qu'il espère qu'au bout d'un moment, il va avoir la rétrocausalité de ce qu'il a donné, et parce qu'il y a cette culpabilité, je vais vous le remettre en bleu, qui s'inscrit ici. C'est-à-dire que plus le parent se sera mis dans une position de martyr avec des phénomènes de culpabilisation, plus le gamin, il va développer de la culpabilité. C'est ici que viennent se mettre en place les fameuses loyautés familiales. Ok. Et c'est à partir de là que ce gamin devenu adulte va forcément avoir des exigences pour répondre aux besoins qui ont été lésés enfant, parce que le moins qui est là, il est toujours là, en fait. Et même depuis, il s'est sûrement encore aggravé. Et en fait, quand vous rentrez dans une position de sauveur ou dans n'importe laquelle, en fait, c'est ça que vous faites, c'est que vous exigez implicitement, inconsciemment, à l'autre qu'il réponde. Si vous vous mettez dans une position de sauveur, on abrège S-, et qu'en face, vous avez quelqu'un qui se met dans la position victimaire, alors vous exigez de lui qu'il vous apporte votre besoin de reconnaissance. Et lui, bien sûr dans l'autre sens, hein, en se mettant dans sa position victimaire, exige de vous que vous répondiez aux besoins, aux bénéfices secondaires de la position victimaire, c'est-à-dire prends les responsabilités à ma place, occupe-toi de moi. Okay, ça marche évidemment avec d'autres positions. Hein. Si vous vous mettez, je sais pas moi, en persécuteur ici, vous exigez de dominer la position victimaire qui est là, par exemple. Ça va? Question, contestation, remarque sur la partie théorique. Bon. Donc du coup, exercice qu'on fera en formation, ça va être important que vous puissiez identifier les besoins qui ont été lésés chez vous, enfant, quels besoins et à qui vous avez tendance à les exiger aujourd'hui. Et généralement, quand on utilise le vocabulaire exiger, ça coince un peu, hein, parce qu'on se dit, oh, mais moi j'exige rien à personne. Bien sûr que si. Quand vous rentrez dans un jeu psychologique, vous exigez, implicitement, inconsciemment, mais vous exigez. D'ailleurs, si vous êtes des positions de sauveur très investies, généralement, la personne qui vous refuse la position de sauveur, ça fait mal. Hein. Si par exemple, je sais pas moi, là, admettons, j'ai un problème technique. Oui, un problème technique. Et je suis en train de bagarrer pour continuer mon Zoom tranquillement. Et admettons, Audrey se met en position de sauveur. Genre, laisse Laura, moi j'ai une idée, j'ai une solution, etc. Et que je la vois monter dans cette position de sauveur et que moi je lui dis je te remercie Audrey pour ton aide, mais si j'ai besoin de toi, je te le demanderai. Il y a fort à parier que pour le sauveur qui est en face, il va y avoir un côté de c'est pas sympa. Et généralement, qu'est-ce qu'il va dire le sauveur à ce moment-là? Il va dire oh, ça va, hein, moi je voulais juste t'aider, quoi. Oui, je sais, tu voulais juste m'aider, c'est gentil, mais je ne te l'avais pas demandé. Donc forcément, pour les positions de sauveur, ça marche pour les autres aussi, hein, mais voilà, encore une fois, puisqu'on parle de celle-ci, quand il va se faire refuser la position de sauveur, ça va taper ici. Pourquoi ça tape ici? Pourquoi je vous le montre ici? C'est pas pour rien. C'est la question des constructions du monde. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche à me faire valider ma construction du monde. Admettons, dans mon exemple, si Audrey elle a une construction du monde qui dit je suis pas importante, en se mettant en sauveur, elle va vouloir se montrer importante à mes yeux. Si moi je le lui refuse en disant je te remercie mais si j'ai besoin de toi je te le demanderai, en fait elle va attraper la flèche au vol parce que moi je lui ai pas dit qu'elle était importante ou pas importante. Je n'ai pas parlé de ça. Elle attrape la flèche au vol et elle vient se la planter ici. Ah, mon Dieu, je le savais, je suis pas importante. Et voilà, je me suis validé ma construction du monde. C'est pour ça que, bien entendu, quand vous rentrez dans un jeu psychologique, bien sûr que vous exigez de l'autre qui répondra là en l'occurrence à un besoin de reconnaissance. Exigence implicite. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Audrey? Les lapins ou bloquer quelqu'un, ça compte comme refuser une position de sauveur. Explique-moi. Quand quelqu'un, par exemple, suite à une consultation,
ou un accompagnement, du coup, décide de te bloquer ou de te, sans raison apparente, hein, enfin, je veux dire, sans raison apparente, décide de te bloquer ou de pas venir à la consultation suivante, alors que justement, tu avais beaucoup donné à la première, tu avais pris le temps de bien expliquer, tu avais même dépassé sur le temps. Est-ce que ça compte comme refuser une position de sauveur? Tu as déjà des bénéficiaires qui t'ont bloqué? Oui. Bloqué ton numéro? Bloquer numéro, mail, Facebook, tout ce qui était possible et imaginable de bloquer. Alors ça, j'avais pas entendu encore. Bon, soit. Euh, ça me paraît pas être la réaction, enfin, non, c'est pas, ça me paraît pas, ça n'est pas la réaction d'un adulte au sens transactionnel de la chose. C'est-à-dire que refuser une position de sauveur, enfin, refuser au sauveur de se mettre dans cette position, ça consiste à lui exprimer. En fait, en te disant, écoute, je te remercie vraiment pour ton aide, je vois que tu sembles avoir été très impliqué dans le cheminement thérapeutique qui est le mien, mais moi, c'est pas tout à fait ce que je recherche aujourd'hui, ça ne va pas me convenir, en fait. Donc, je te propose qu'on s'arrête ici. Ça, c'est une réaction d'adulte. Ok. D'une manière générale, quand vous allez communiquer avec quelqu'un, peu importe la position que vous avez en face de vous, si vous vous mettez dans une position d'adulte, peu importe la position que vous allez avoir en face de vous, la personne, elle va remettre des pièces. La plupart du temps, quand vous refusez un sauveur, il va remettre une pièce en disant mais si, je t'assure, laisse-moi faire, je l'ai déjà fait, mais si, t'inquiète pas, j'ai une solution, machin. Donc, les grandes coutumières de ça, c'est les positions victimaires. Alors là, enfin, je vous le dis d'avance, si vous avez beaucoup de positions victimaires en face de vous, ce qui est probablement le cas si vous êtes beaucoup en position de sauveur, les positions victimaires, ça aura le rhume, ça suffit pas, ça aura la grippe, ça suffit pas, ça aura l'appendicite, ça suffit pas, ça va aller dans le coma, hein, ça va remettre des pièces dans la machine pour appeler le sauveur. Surtout si vous avez déjà transactionné en sauveur, généralement, quand vous d'un coup vous allez changer les modalités relationnelles en disant à la position victimaire, je comprends que ce soit difficile pour toi, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le demander. Alors là, la position victimaire, elle va dire quoi? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la position victimaire, généralement, ce qu'elle a tendance à faire, c'est non, mais je t'ai dit que j'allais vraiment mal ou oui, oui, j'ai bien entendu, effectivement, c'est une période vraiment compliquée. N'hésite pas si t'as besoin de moi. Alors là, position victimaire, hein, généralement, elle va en remettre une troisième pièce, quoi. En dire, non, mais là, c'est vraiment très compliqué. Enfin, moi, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire, quoi. Bah oui, je comprends effectivement que tu as du mal à savoir ce que tu peux faire. Peut-être que ça vaudra le coup d'y réfléchir. En tout cas, si je peux t'aider, n'hésite pas à me le demander. Généralement, la position victimaire, elle va remettre des pièces. C'est une patiente comme ça. Oui. Et effectivement, les positions victimaires, elles sont, comment je pourrais dire, par définition, tentées de remettre des pièces, mais les sauveurs savent très bien faire ça. Hein. Si vous avez déjà été pris dans les filets d'une position de sauveur qui ne vous lâche pas, c'est insupportable, hein. Je provoque un petit peu en disant ça, mais parce que généralement, on a souvent tendance à dire que le persécuteur, c'est le méchant de l'affaire, que la victime, c'est la pénible et que le sauveur, c'est le gentil. Mais un sauveur qui veut vous sauver et que vous ne le voulez pas, c'est extrêmement pénible, c'est très envahissant dans le territoire. Peut-être que vous avez vécu ça peut-être avec vos mamans, c'est un peu le cliché, hein, de maman qui vient chez vous et qui vous dit mais laisse, je vais faire ton ménage, mais laisse, je vais faire tes courses. Non mais regarde, je vais faire ta lessive et puis donne-moi tes draps. Oh, je t'ai rien demandé le sauveur en fait, c'est pénible. Et la position de sauveur peut être aussi très infantilisante. Ok. Si, je sais pas moi, vous dites à votre ami, ah bah tiens, demain je vais, je sais pas moi, Amélie par exemple, elle dit, ah bah tiens, demain j'ai un nouveau groupe au yoga, et que ta copine te dit, oh là là, mais tu dois stresser un max, mais t'inquiète pas, Amélie, ça va bien se passer. Moi j'ai hyper confiance en toi, je suis sûre que ça va bien se passer. C'est pas très agréable, hein, un sauveur qui fait ça quand même, hein. Donc je le dis avec un peu de provocation, mais c'est aussi pour rappeler que la position de sauveur, même si ça a le mérite de se draper de la vertu, euh, rien n'est gratuit dans une relation, et certainement pas dans un jeu psychologique. Persécuteur, victime ou sauveur ne font rien gratuitement. Et certainement pas le sauveur d'ailleurs. Alors Audrey, tu me dis que ta patiente te contacte à 20h le dimanche par exemple, et t'as jamais mis de limite. It's time. Ok, ça va? Question, contestation, remarque? Bah, en fait, je me disais que parfois, par exemple, dans la position de sauveur,
En fait, clairement, c'est le jeu d'ailleurs. Bon, parfois, on y va de soi-même et puis parfois, on en est victime malgré tout, cette position de sauveur. C'est-à-dire que quand on a des victimes qui sont très pressantes, très oppressantes même, en fait, on subit cette position de sauveur. Mais voilà, des fois, on la subit, mais effectivement, si on a mis en place les choses au départ, c'est nous qui choisissions d'être sauveurs. Mais en fait, souvent, on se fait prendre à son propre jeu, quoi. C'est un peu l'idée. À la fin, on finit par... Parce que, en fait, l'idée, c'est de dire, on n'arrive pas en tant que, genre, je n'utilise pas le bon terme, parce que si je dis victime en tant que sauveur, ça mélange un peu les trucs, mais je veux dire, on ne subit pas la position de sauveur si on n'a pas déjà, au départ, eu cette façon de se comporter en tant que tel, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme si, c'est le retour de bâton, quoi. Je veux dire, ça n'arrive pas par hasard, c'est forcément parce qu'au départ, on a joué le jeu, on a voulu, non? C'est ça, en fait, c'est une question. Très probablement, parce que vous avez déjà été en sauveur, mais pas nécessairement. En fait, c'est que, imaginez votre triangle de Karpman comme un plateau de jeu. Effectivement, des fois, c'est vous qui lancez le jeu en mettant votre pièce en sauveur ou ailleurs, effectivement. Et puis, des fois, c'est les autres qui vont ouvrir le plateau, mettre leur pièce, par exemple, leur pion en position victimaire, et vous appeler en position de sauveur. C'est pour ça, dans la formation, on en voit plein des exemples d'invitations au jeu psychologique, parce qu'en fait, il faut déjà savoir repérer les invitations au jeu psychologique, et c'est pas si simple que ça. Parce qu'évidemment, vous avez la formulation au secours, je comprends rien à mon truc, aide-moi. Je suis en position victimaire, je te lance un appel à la position de sauveur. Bon, ça, c'est la formulation la plus facile à repérer, on va dire ça comme ça. Donc, je peux très bien, effectivement, être victime de quelqu'un qui met son pion en position victimaire et qui m'appelle en sauveur. Mais, alors, dire que j'en suis victime, c'est pas faux. Alors, ça va être un peu complexe ce que je vais raconter, mais c'est pas faux pour deux choses. C'est pas faux parce que, en fait, les jeux psychologiques, quand vous allez rentrer dans le niveau 2, on verra ça en fin de formation, les jeux psychologiques, vous jouez toujours les trois rôles en même temps, mais vous les jouez sur différents plans. C'est ça qui va complexifier l'analyse, mais... Donc, en fait, quelque part, quand tu es appelé à la position de sauveur, c'est normal qu'il y ait une part de toi qui se sente victime. Parce qu'en fait, la victime, elle se joue sur un autre plan que là où se joue le sauveur. On va pas complexifier la tâche. Deuxièmement, parce qu'en fait, cette sensation de subir, c'est intrinsèquement ce que l'enfant devenu sauveur a vécu enfant. C'est parce qu'il a eu la sensation de subir une situation que la culpabilité a grandi pour donner du sens à ce qu'il a subi. Donc les positions de sauveur, je vous en ai parlé au tout début, elles sont très liées aux questions d'impuissance. Donc en fait, c'est normal en tant que sauveur d'avoir cette sensation de subir quelque chose, parce que là, ça vient faire écho à la manière dont ça s'est construit enfant. Bon, là, c'est la partie un peu plus complexe de la chose. Maintenant, si on travaille sur la position d'adulte, je ne suis victime de rien. Parce que je suis 100% responsable. Et la personne en face est 100% responsable de mettre son pion en position victimaire. Mais moi, je suis 100% responsable de la manière dont j'y réagis. Donc si je repère la position victimaire en face de moi, je peux le lui refuser. Et par exemple, la position victimaire qui dit « Oh là là, au secours, aide-moi, c'est la catastrophe », je peux lui dire si tu as besoin de quelque chose de plus explicite, demande-le-moi. Mais par contre, ça va être très coûteux pour un sauveur de faire ça, entre guillemets, du jour au lendemain, parce que forcément, la position victimaire qui vous appelle au secours, catastrophe... Bon, je parle pas de assistance des personnes en danger, on est d'accord, hein, me faites pas ça si quelqu'un tombe sur les rails du train, c'est pas le moment sur les rails du train de lui dire si t'as besoin de quelque chose, demande-le-moi. Attention, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. S'il y a un gamin qui est en train de se noyer, c'est pas au moment de lui dire est-ce que tu pourrais m'exprimer tes besoins, s'il te plaît? Enfin, on s'entend. On s'entend. Mais par contre, l'ami qui vous appelle, qui vous envoie un texto, parce que la position victimaire risque de faire ça plutôt que d'appeler, hein. Alors, ils envoient un texto pour dire rappelle-moi vite, c'est la catastrophe. Le sauveur, il va avoir envie de se jeter là-dessus. C'est normal, les positions victimaires, ils savent où appuyer. Comme vous, en position de sauveur, vous savez où appuyer, hein. Et idem pour les persécuteurs. Du coup, je rentre dans mon troisième point, mais je prends vos questions aussi, bien sûr. C'est comment on y travaille. Parce que je vois qu'il nous reste un quart d'heure. Donc je voulais quand même vous toucher deux mots de super, on fait quoi maintenant qu'on a constaté tout ça. Bon. Donc, comment on y travaille cette position de sauveur? Plein de choses à dire, je vous ai noté 5 points, pour pas trop s'embourber la tête. 1. On vient d'en parler, c'est déjà de savoir repérer les jeux psychologiques. S'entraîner, apprendre à repérer les invitations qui émanent d'une position victimaire, c'est-à-dire, en substance, au secours, aide-moi. Mais attention, hein, ça va être plus complexe que ça, parce qu'évidemment, la position victimaire, elle peut être énervée aussi. Elle peut vous dire quelque chose de
Oh là là, putain, j'en ai marre. Je sais pas quoi te répondre en fait là. C'est pas un persécuteur qui dit ça, hein. C'est pas parce que le ton est brut que c'est un persécuteur qui l'émet. Là, vous entendez derrière, le bénéfice secondaire qui est cherché, c'est que vous preniez les responsabilités à sa place. Donc ça émane bien d'une position victimaire. Vous voyez, donc il y a plein de nuances, parce qu'en plus, je vous complexifierai la tâche en formation, c'est que par-dessus ces rôles sauveur, persécuteur, victime, il y a ce qu'on appelle des bloqueurs de communication. 3 positions, 4 bloqueurs de communication, 12 possibilités d'inviter au jeu psychologique. Pour faire simple. L'invitation peut venir d'un autre sauveur. Est-ce que quelqu'un a une idée d'à quoi ça ressemble un sauveur qui invite un autre sauveur? Je vous aide un peu, ça sera forcément une question d'endettement. Il y aura un lien avec l'endettement, puisque les deux vont transactionner la même problématique. Parce que souvent, vous voyez bien les invitations victimaires, vous avez l'habitude. Non, personne n'a d'idée. Amélie, t'es en train d'écrire? Ouais. Exactement. Amélie, je t'ai rendu un service, tu peux m'en rendre un. Alors ça, c'est typique. Sauveur qui invite sauveur, je te sauve la mise maintenant, tu me sauveras la mise demain. Je te laisse le champ libre en réunion aujourd'hui, tu me laisseras le champ libre demain. Je t'ai rendu un service, tu m'en rends un. Typique, sauveur invite sauveur. Je te sauve maintenant, tu me sauveras demain. Transaction de l'endettement. Est-ce que vous avez une idée? Alors celle-ci, elle est tordue, je vous le dis d'avance, de à quoi ça ressemble un persécuteur qui invite un sauveur. Alors les interactions persécuteur-sauveur, on les verra en formation parce qu'elles sont toujours très tirées par les cheveux. C'est toujours un peu le propre de ce qu'on appelle la relation toxique. Genre, tu pourrais m'aider à faire ça quand même, ou des choses comme ça, non? Enfin, là, justement, jouer sur la culpabilité des gens. Là, c'est la victime qui ferait ça plutôt. C'est Parce la qu'encore une victime. fois, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Ouais, ouais. Ok, d'accord, ok. Et les victimes peuvent être très culpabilisantes, hein. Réfléchissez, un persécuteur, lui, ce qu'il cherche, c'est soit dominer, soit être respecté. Donc un persécuteur, il va chercher un bénéfice secondaire de la domination, mais cette fois, il n'appelle pas une victime, il appelle un sauveur. Je vais vous aider un petit peu, en fait, il va vous appeler à l'auto-sauvetage. C'est tordu, hein, je préviens. Ah, débrouille-toi, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. L'interaction typique d'un persécuteur qui appelle un sauveur, ça serait donne-moi une bonne raison de ne pas te crier dessus. Donne-moi une bonne raison de ne pas te virer. C'est-à-dire, je vais te persécuter, sauve-toi. Auto-sauve-toi. Vous voyez, vous pouvez avoir ça, bon voilà, un patron qui pourrait dire donnez-moi une bonne raison de ne pas vous renvoyer. Mais du coup, on passe pas en victime dans ce cas? Ah bah si tu réponds, tu vas venir en sauveur. Je comprends La, pas pourquoi tu passes en sauveur et pas en victime. la position victimaire, elle va plutôt répondre un truc du type je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous dire. Ça, c'est la position victimaire. Par contre, le sauveur qui dit bah une bonne raison de ne pas me virer, c'est que bah, j'ai sauvé les comptes de la boîte. D'accord. Un sauveur. Ok. Vous le voyez très bien dans les interactions de couple, ça par exemple, ou d'amitié, hein. De couple. Vous voyez, par exemple, le conjoint ou la conjointe, peu importe, qui vous dit je viens de faire les comptes là. Tu peux m'expliquer là? Donne-moi une bonne raison de pas m'énerver, franchement. Persécuteur. Ah, bon, ouais, ton ex était peut-être dans une position de prédilection de persécuteur alors. Voilà, donc, pour y travailler, savoir repérer les jeux psychologiques, évidemment, on verra tout ça en formation et on verra aussi les subtilités justement de ce genre de situation-là. 2. Savoir identifier les besoins qui sont logés derrière ces rôles psychologiques.
on a vu le besoin de reconnaissance du sauveur, on a vu le besoin de domination du persécuteur, etc., etc. Et en fait, avoir bien conscience des besoins qui sont logés derrière, et même pour vous, d'apprendre quand vous vous sentez happé dans un jeu psychologique, peu importe à quelle position vous sentez happé, essayez, dans la mesure du possible, sur le coup, sinon après coup, de vous dire, c'est quoi le besoin que j'ai cherché à combler là, à ce moment-là? Pourquoi j'y suis allée dans cette position de sauveur? Est-ce que je voulais être reconnue? Est-ce que je voulais être indispensable? Est-ce que je voulais me sentir importante? Est-ce que je voulais me sentir exister? Est-ce que... Troisièmement, gros point, apprendre à répondre à ses besoins soi-même. C'est CES et SES aussi, mais là je voulais dire à ces besoins-là que vous aurez identifiés, évidemment c'est un cheminement, puisque la position du sauveur, puisqu'on est sur celle-ci, elle va pas apprendre à s'apporter de la reconnaissance comme ça en 48 heures. Mais justement, c'est pour ça que vous avez coaching, thérapie, formation, yoga, peu importe les outils qui vous parlent et qui font sens pour vous. Quatrième point, fermer son territoire psychique. Je n'en parle pas en détail ici parce que sinon on va se disperser puis on n'aura pas le temps. Mais j'avais fait une masterclass sur l'affirmation de soi. Puis de toute façon, on le verra en long, en large, en travers pendant la formation. Donc, fermer le territoire psychique, ça va consister justement à venir poser des limites. Mais justement, quand on est une position de sauveur, ça veut dire que les limites, elles sont pas très bien établies. Et donc, il ne s'agit pas de se dire, il faut que je pose mes limites. J'ai envie de dire, vous l'auriez déjà fait. A priori, vous vous êtes déjà fait la réflexion dans votre vie qu'il fallait poser des limites. Donc ça va demander tout un travail de fermeture de ce territoire psychique. Et évidemment, et tout ça on va le voir en formation, apprendre à gérer les situations qui vont le plus vous solliciter en séance. Un peu comme disait Carole, c'est-à-dire j'ai conscience que j'ai peut-être une position de prédilection de sauveur, donc je peux anticiper qu'il y a des situations en particulier qui vont être vraiment challengeantes. Comme disait Carole, par exemple, la victime qui insiste, ça, c'est compliqué pour le sauveur qui va arriver à dire non une fois, deux fois, puis au bout d'un moment, il va céder. Il va céder par flemme de oui, bon, allez, vas-y, c'est bon. Prends ton truc et voilà. Ou il va céder par culpabilité. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, demain, mais. Ou il s'énerve, il devient au contraire persécuteur. Alors voilà, la personne qui s'énerve, elle peut s'énerver de la position victimaire, elle peut aussi effectivement se mettre à passer sur la position du persécuteur, c'est possible aussi. Mais gardez bien en tête que les positions victimaires s'énervent, hein, sans problème. Hein. C'est pas, attention, hein, la position victimaire, effectivement, c'est une position qui se plaint. Mais se plaint, c'est pas forcément de pleurer. Hein. Les victimes savent très bien s'énerver. Hein, quand vous avez des positions victimaires en face de vous qui ronchonnent et qui s'énervent en vous disant mais écoute, Carole, je sais pas quoi te dire, moi, en fait, ça fait 20 fois que je t'explique, moi, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi faire dans cette situation. Ça s'énerve, mais ça reste une position victimaire qui dit je sais pas, j'ai pas de solution, j'ai pas d'idée, je ne sais pas. Trouve une solution, Carole. C'est ça hein, le sous-titre implicite, hein, c'est moi je ne sais pas. Donc si tu veux que la solution se débloque, bah vas-y trouve une solution. C'est donc une victime qui t'invite là. Donc justement, dans les situations qui vont se présenter à vous en tant que professionnel de l'accompagnement, où je vous invite à être particulièrement en anticipation. Donc faites-vous superviser, venez vous former, faites-vous accompagner, ce que vous voulez. Mais les positions victimaires, bien entendu, parce que c'est elles en particulier qui vont d'autant plus vous challenger que les persécuteurs. Et puis, généralement, les persécuteurs, vous en avez moins, généralement, en accompagnement. Donc, les positions victimaires, évidemment, parce que vous savez qu'elles vont réveiller en vous le oh, « mais je peux pas la laisser comme ça, enfin, il faut que je lui trouve une solution à tout prix ». Pour peu qu'elles insistent, effectivement. Deuxième truc, qui généralement fait en sorte que vous n'arrivez pas à ne pas y aller en position de sauveur, c'est les bombes de fin de séance. C'est le bénéficiaire qui attend les 3 dernières minutes pour dire « Ah, au fait, je t'ai pas dit, j'ai eu un trauma X ou Y. Ah, au fait, je t'ai pas dit, mon mari m'a planté une demande de divorce. Ah, au fait, je t'ai pas dit, je suis licenciée. » Bref, c'est les bombes qui sont plantées là à 3-5 minutes de la fin et qui, ça vous le savez, dans les positions de sauveur, ça va être difficile pour vous de lui dire « Ok, d'accord. » Oui, la question de dernière minute, la question poignée de porte, comme on dit en médecine. Hein. Au moment où le médecin a la main sur la poignée de la porte. Voilà. Bon, là, dans le domaine de l'accompagnement, c'est la question de dernière minute, c'est même des fois l'énorme bombe qui tombe à 3-5 minutes de la fin. Ou le gros déversage émotionnel qui tombe à 3-5 minutes de la fin. Et qui va vous challenger sur... J'entends et je constate tout le courage que ça vous a demandé, en fait, hein, d'avoir gardé ce truc-là pour vous et de me le dire à la fin. Mais ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on puisse le débriefer en prochaine séance, puisque là, on arrive au terme de la séance actuelle. Et ça, la position de sauveur, ça va être compliqué.
Donc ça, c'est des situations sur lesquelles il vaut mieux se former, préparer, anticiper, que sais-je. Troisième que je me suis noté, les situations difficiles d'une manière générale que peuvent vivre vos bénéficiaires et qui vont d'autant plus vous appeler en sauveur, parce qu'ils vivent des choses difficiles, voire les situations traumatiques que les bénéficiaires peuvent emmener et qui sont d'autant plus graves et donc ils peuvent d'autant plus mobiliser le sauveur en vous, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que dans la formation, pas que pour ça, mais c'est aussi en partie pour ça, que dans la formation, c'est Chloé Chaperon, qui est une collègue psychologue clinicienne, qui vient vous former sur la question traumatique pour savoir la déceler, qu'est-ce que vous pouvez accompagner, qu'est-ce que vous devez réorienter, et comment on réceptionne tout ça et comment on maintient du cadre sur ces enjeux de trauma. D'autant que j'imagine que beaucoup d'entre vous accompagnent beaucoup de femmes, voire que des femmes, et qu'à mon grand désarroi, je ne vous apprends rien. Le trauma chez les femmes, c'est pas rarissime, n'est-ce pas? Quatrième situation en séance qui risque de beaucoup vous challenger si vous avez des positions de sauveur, c'est les bénéficiaires qui, par définition, vont faire sauter votre cadre et qui vont tester les limites, que ce soit les personnalités et ta limite, que ce soit les bénéficiaires, comme parlait Audrey, qui vont vous sursolliciter en interséance, par exemple, etc., etc. Et là, c'est pour ça qu'on en parlera beaucoup ensemble, et aussi que vous avez une autre intervention d'une autre psychologue, Delphine Gado, qui vient plutôt sur la fin vous parler à la fois de la question du cadre, de définir son cadre, des transmissions psychiques inconscientes qui se jouent entre le praticien et le bénéficiaire, et elle vous en remettra une couche sur les structures et ta limite qui, par définition, feront péter vos limites. C'est la définition même. Donc si vous, déjà, vous n'êtes pas très solide sur votre cadre et sur vos limites, si en plus en face de vous, vous avez des personnalités qui viennent se confronter au cadre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, un bénéficiaire qui vient taper dans votre cadre, c'est qu'il doit se sentir suffisamment en sécurité pour le faire, euh, ça va être compliqué. Si vous-même, vous n'avez pas des limites solides et un cadre solide, le jour où vous allez tomber sur un bénéficiaire qui va venir vraiment challenger ça va être compliqué. Et enfin, dernier point qui peut être d'autant plus difficile pour vous, toutes les positions de persécuteurs ou d'une manière générale, sans forcément être persécuteurs, bénéficiaires qui ne vont pas vous apporter la reconnaissance que vous cherchez, les clients qui sont insatisfaits, pour lesquels vous allez vouloir tout donner, pour lesquels vous allez vouloir vous racheter. Je dis vous racheter volontairement parce qu'on revient sur la question de l'endettement du sauveur qui veut racheter sa faute. Okay. Et ça va arriver, des bénéficiaires qui sont pas contents, ou des bénéficiaires qui sont contents globalement, mais qui vont vous dire qu'ils ont la sensation que ça va pas assez vite. Ça arrive très souvent. Et là, le sauveur, il a envie de dire non, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas voir, ça va avancer. Je vais t'envoyer des contenus, je vais t'envoyer des vidéos, je vais t'envoyer des conférences. Tu peux m'appeler en interséance, ben, on va rajouter une séance, etc. Dans ton voyage au Japon, tu vas devoir poser des limites. Bah, dans la vie en général, mais peut-être que c'est le voyage au Japon qui fera office de prise de conscience, peut-être. Ok. Question, contestation, remarque. Tu as des livres sur le sujet du triangle de Karpman, la position de sauveur et ce genre de choses? Oui, alors sur Karpman, il y en a deux qui me viennent. Il y en a un de Stéphane Karpman, qui s'appelle Le Triangle dramatique. Voilà. Au moins, on est à la source. Vous avez, je me rappelle jamais des auteurs, mais je vous les remettrai dans le mail, un bouquin sur le Karpman Process Model, qui est un peu plus technique. Je pense qu'il peut intéresser celles et ceux parmi vous qui éventuellement veulent faire travailler leurs bénéficiaires avec l'analyse transactionnelle, sinon je ne sais pas s'il va beaucoup vous emballer. Un bouquin aussi intéressant, c'est Le syndrome de l'ange de Reynaldo Perron, alors qui n'est pas directement sur le syndrome du sauveur, parce que Perron n'est pas un transactionnaliste, un systémicien, mais sa théorie autour du syndrome de l'ange est un peu une espèce de syndrome du sauveur puissance 10. Donc il y a des choses intéressantes, c'est en lien avec les notions de violence et d'agressivité, son bouquin, et c'est très intéressant parce que ça permet de faire rentrer dans la position du sauveur la notion de l'agressivité qui va être nécessaire aux positions de sauveur. Nécessairement. Parce que souvent, les positions de sauveur, on a un petit déficit d'agressivité, par définition, qui fait qu'on a du mal à poser des limites, que les limites ne sont pas tenues, qu'elles ne sont pas protégées. Qu'est-ce qu'on me dit? Christelle Petit-Colin, victime, bourreau, sauveur, comment sortir du piège? Est-ce que je le recommande? Je sais pas, je ne l'ai pas lu, mais d'une manière générale, Petit Colin, je dirais que bonne rêve. Alors, le temps qu'il y ait d'autres questions qui émergent ou pas, je vous remets dans le chat pour que vous l'ayez en bas. Le lien
vers l'appel découverte si vous voulez qu'on en parle et le lien vers la formation si vous voulez aller voir. 2-3 petits mots là-dessus. Mettez-moi vos questions dans le chat, hein, s'il y en a, c'est le temps que les questions arrivent. 2-3 petits mots. C'est la promo 7 déjà qui attaque le 25 mars, dans 3 semaines, tout pile. Il reste quelques places, mais les places sont limitées. Et comme je vous le disais, pas de promo dessus avant octobre, ça c'est sûr que non. Peut-être 2025. Donc si vous n'avez plus de questions, que vous êtes sûr de votre coup, c'est qu'il faut m'appeler pour prendre sa place. Si vous avez des questions et que vous n'êtes pas sûr de vos coups, c'est qu'il faut m'appeler pour que je réponde aux questions. Donc dans les deux cas, si la formation vous intéresse, bien entendu, il faut m'appeler. Je vais prendre ta question maintenant, Audrey, puis je reviens sur la formation après. Est-ce que ça m'arrive encore d'être dans des positions de sauveur? Oui. Rarement avec mes bénéficiaires. Rarement. Mais oui, ça arrive, bien sûr, des fois. De toute façon, les jeux psychologiques, vous les avez appris pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, selon l'âge que vous avez. Ciao, nice. Vous n'allez pas, comme ça, du jour au lendemain, ne plus jamais les utiliser. Donc ça prend du temps. Et puis, il y a des moments où vous n'y allez pas. Et il y a des moments où vous y allez en connaissance de cause, comme disait Carole tout à l'heure. Ou quelque part, vous y allez et vous savez que vous allez en sauveur. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est juste trop coûteux de ne pas y aller et que vous décidez en votre âme et conscience que ok, je suis en train de jouer au sauveur, mais je sais pourquoi je le fais parce que j'achète la paix sociale. Pourquoi pas? Mais au moins on y va en conscience. Et des fois vous y allez pas en conscience et c'est 2-3 jours plus tard que vous vous dites mais dis donc, je me serais peut-être pas mis en position de sauveur là quand même dans cette affaire, ou victime ou persécuteur, et c'est ok. Tout est bonne expérience à se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que moi qui joue peu de jeux psychologiques avec mes bénéficiaires, qu'est-ce qui fait que là, tiens, je suis rentrée dans un jeu psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses qui sont importantes, on les verra dans la formation. Rien n'est anodin. Si vous jouez très peu des rôles de persécuteur, par exemple, et que demain il y a un bénéficiaire qui vous fait rentrer en persécuteur, c'est pas pour rien. Il y a dû se tramer quelque chose dans le transfert et dans le contre-transfert pour que ça vous fasse rentrer dans ce rôle de persécuteur, par exemple. Ou si vous rentrez plus du tout en sauveur avec vos bénéficiaires et que demain, bim, en séance, vous rentrez en sauveur, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose dans les règles implicites du système qui vous a amené ici. Il y a peut-être un mouvement de transfert et de contre-transfert qui s'est mobilisé, qui vous fait basculer dans cette position de sauveur. Peut-être que c'est vous, dans votre vie personnelle, qui êtes en ce moment dans une situation compliquée, pour laquelle vous cherchez peut-être plus de reconnaissance, ou vous avez peut-être besoin de revenir à des anciens schémas qui vous permettent d'obtenir plus facilement ces bénéfices secondaires. Ça peut être ça aussi. Deux petites nouveautés à vous donner pour la formation, si elle vous intéresse. La philo est arrivée au programme de la formation. Donc, on fera un module de philo, notamment sur la question du sens, sur la question du bonheur et sur la question de la vérité. C'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. Les questions philosophiques, elles sont très importantes. J'ai choisi ces thèmes-là parce que c'est les thèmes que vos bénéficiaires vous emmènent en séance. Hein. La plupart du temps, ils viennent pour des questions de bonheur, pour des questions de sens au travail, de sens du coup, de sens de la vie, blablabla. Et la question de la vérité au sens large, qui est souvent est-ce que je veux connaître la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité à mon travail? Est-ce qu'il y a une vérité au sens de la vie? Est-ce que toute vérité vaut à dire? Est-ce que, bon, bref, toutes ces questions-là. Et évidemment, la philo, c'est important. Parce que, d'une, c'est la discipline maîtresse à toutes les autres, et notamment quand on fait des sciences humaines et des sciences sociales, bien sûr. Deuxièmement, parce que je déplore, à mon grand désarroi, qu'on forme des contingents de professionnels de l'accompagnement qui n'ont pas fait de philo. Et ça me paraît un peu étonnant de venir ingurgiter des méthodes, des outils, des visions des choses sur le bonheur, sur le sens, etc. Et de retransmettre ça à nos bénéficiaires sans qu'on ait nécessairement pris le temps de s'armer conceptuellement en disant mais est-ce que je suis d'accord avec ça? C'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi dans la formation sur les questions d'être la meilleure version de soi-même, il faut travailler dur pour réussir, enfin bref, tout ce tas-là d'injonctions sur lesquelles ça vaut le coup, me semble-t-il, de s'être un petit peu armé conceptuellement. Donc, il y avait déjà un module dans la formation de psychologie sociale pour avoir un regard plus systémique, plus collectif sur les comportements humains, notamment sur des questions aussi de morale et d'éthique. Et donc voilà, je fais rentrer à partir de cette promo 7 la philo, du coup. Financièrement, ça passe pas. Alors, ça, oui, un autre sujet. Alors, sur les questions financières, ce que je peux faire pour vous, c'est, vous avez le prix sur la page en TTC. Donc, sachez que si vous récupérez la TVA, vous avez quand même 20% que vous allez récupérer. Et après, c'est les étalements de paiement, bien entendu. Donc, la politique de Bien dans ta boîte, c'est qu'il n'y a pas de frais aux étalements de paiement. La plupart du temps, ça coûte
moins cher de payer en une fois, je sais bien dans ta boîte que tu payes en une fois, en deux, en trois, en quatre, en cinq, en sept, en huit, ça change rien. Donc ça, c'est ce que je peux faire pour que les étalements de paiement soient possibles et qu'ils ne vous pénalisent pas d'une manière ou d'une autre. Sur le site, c'est écrit jusqu'à 5 fois. Encore une fois, les appels découvertes servent à ça. Si on a besoin d'étaler plus, on peut étaler plus. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Nouveauté philo. Le bonus pour cette promo, c'est qu'il y a une deuxième supervision. Donc, vous avez 2 créneaux de supervision individuelle avec moi, 2 fois 30 minutes, que vous prenez quand vous voulez, pendant la formation, après la formation. Voilà, pour qu'il y ait plus de temps de supervision individuelle pour que vous puissiez emmener vos cas de pratique et ou que vous pouvez très bien convertir en séance de coaching si vous avez plutôt besoin de travailler sur vous, même si toute la formation permet de travailler sur soi. Mais voilà, si vous avez besoin d'amener quelque chose peut-être en individuel ou d'aller plus loin sur quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire sur la partie des nouveautés et des bonus. Je peux vous mettre dans le chat, j'ai pas pensé, mais j'y pense maintenant. Si vous le souhaitez, le replay des... je vais le chercher en même temps. Des portes ouvertes que j'avais faites en octobre. Comme ça, si vous voulez avoir des témoignages d'anciens élèves, si vous voulez rencontrer Chloé, Delphine n'avait pas pu être avec nous dans l'équipe pédagogique, mais Chloé est là. Et voir aussi les coulisses, l'interface de la formation, tout ça, vous pourrez regarder tranquillement. Où est-ce qu'il est ce replay? Il est là. C'est sur YouTube, ça dure 45-50 minutes si vous voulez voir le... Hop, je veux mettre replay portes ouvertes. Comme ça, vous avez tout le détail, puis vous avez tout le détail aussi, vous avez toutes les coulisses aussi des contenus annexes que vous avez, parce que vous avez aussi notre formation, hein, de la thérapie, du coaching, avec, donc je vous montre voilà, tous les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il y a des questions sur le sauveur, sur l'accompagnement, sur la formation, sur la vie? Moi, je me posais juste la question de savoir, du coup, si quand on avait, par exemple, cette position de sauveur, comme, bon, c'est apparemment une position qu'on a assez fréquemment quand on a ce genre de métier, enfin d'accompagnement, mais du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on a automatiquement dans sa vie personnelle et du coup professionnelle, ou est-ce que c'est possible, enfin, est-ce qu'on peut être juste sauveur dans sa vie professionnelle et pas personnelle, ou c'est forcément imbriqué? Parce que c'est pas le même travail, je trouve, je trouve que c'est plus facile, enfin c'est plus facile, entendons-nous bien, c'est pas facile, mais ça me semble plus facile d'arriver à intégrer tous les outils et le travail nécessaire pour mettre de la distance dans sa vie professionnelle, puisqu'en général, bah, forcément, il y a moins d'affect avec les gens qu'on ne connaît pas, hein, et où on n'est pas directement concerné, je dirais, quelque part, que dans sa vie personnelle. Donc, est-ce que enfin, c'est la base du travail, c'est la même, mais c'est pas la même difficulté quand même. Enfin, je sais pas, hein, c'est une question aussi, ça. Chaque fois, je pose des questions qui ressemblent pas à des questions, mais ce sont toujours des questions. Non, c'est pas qu'elles ressemblent pas à des questions, c'est que elles vont être très liées à la question individuelle. C'est-à-dire que pour plein de personnes, le pro, ça sera beaucoup plus facile de venir poser des limites à cet endroit-là. Pour d'autres personnes, ce sera beaucoup plus compliqué. Ah bon, d'accord. Ça va dépendre de comment ça s'est transactionné aussi dans l'histoire de l'individu, etc. Donc après, parce qu'effectivement, il y a plein de questions dans la question. Oui, vous pouvez être très 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 en sauveur avec vos bénéficiaires et ne pas l'être tant que ça à la maison. C'est possible. D'accord. C'est pas le plus courant. C'est pas le plus Ouais. courant, mais c'est possible. C'est possible. De toute façon, vous utilisez les 3 positions. Vous en avez une de prédilection, qui peut-être est celle du sauveur. Vous en avez une deuxième que vous utilisez. Et généralement, la troisième, vous l'utilisez très peu. C'est souvent celle avec laquelle vous avez un peu d'aversion. Typiquement, les positions de sauveur, vous avez la version du sauveur qui tourne au persécuteur et la version du sauveur qui tourne plutôt à la position victimaire. Le sauveur qui tourne à la position victimaire, c'est celui qui, une fois qu'il est épuisé, qu'il a tout donné à tout le monde, va dire c'est pas juste, je comprends pas, on me rend pas, moi je fais tout pour tout le monde, les gens ils sont pas cool. Voilà, ça c'est le sauveur qui a une position de prédilection de sauveur et une deuxième position plutôt victimaire. Et généralement qui a une aversion assez forte pour les persécuteurs.
Le profil sauveur, tendance persécuteur, c'est plutôt le sauveur, une fois qu'il est épuisé et qu'il a tout donné, qui va dire non mais les gens, non mais ils ont honte de rien, quoi. Enfin, je veux dire, putain, mais qu'est-ce que les gens sont cons, quoi. Ils sont mal élevés, quoi. Je veux dire, moi, je passe mon temps à tout donner. Les gars, ils rendent rien, franchement. Voilà. Donc là, vous êtes plutôt sur le sauveur qui tourne au persécuteur, une fois qu'il est fatigué, parce que lui, il vient parler de son besoin de respect, alors que dans le premier cas, ça venait plutôt parler du besoin de reconnaissance qui tourne à un besoin d'approbation. Dans le second cas, vous êtes plutôt sur un besoin de reconnaissance qui tourne au bout d'un moment au besoin de respect. Et donc là, c'est le persécuteur qui monte un peu au credo pour dire eh oh, ça commence vraiment à bien faire maintenant, hein. Et généralement, ce profil-là, du coup, utilise peu la position victimaire, et souvent, c'est une inversion de la position victimaire. Souvent, c'est des gamins qui ont été élevés dans cette impossibilité de prendre la place de victime, parce qu'il y avait toujours plus malheureux qu'eux. Et eux, il fallait qu'ils soient forts, qu'ils tiennent le coup. Donc ça fait souvent des sauveurs qui, vraiment, quand ils supportent plus d'être en sauveur, bah, ils se mettent un peu en persécuteur. Et ils ont souvent beaucoup de mal avec les positions victimaires. Ok. Ça répond à la question? Oui, oui, oui. Mais oui, oui, bien sûr. Oui. Mais voilà, donc après, effectivement, sur les questions professionnelles, en tout cas, la plupart du temps, c'est un peu plus facile, pour la simple et bonne raison que c'est plus facile de cadrer. Parce que vous pouvez être assisté, entre guillemets, par des contrats, par des conditions générales de vente, par un cadre professionnel, parce que les bénéficiaires en face, quand même, s'attendent à ce qu'il y ait un cadre. Donc, ils s'attendent à ce qu'il y ait un cadre, il y a un prix pour les séances, le prix fait partie de votre cadre, il y a un timing pour les séances, il fait partie de votre cadre, il y a une manière de travailler avec vous, ça fait partie de votre cadre, et ils s'attendent à ça, et vous le leur devez. Parce que vous leur devez la sécurité psychique des accompagnements, et que si vous n'avez pas de cadre, ou que vous ne savez pas tenir votre cadre et que vous cédez sur vos limites, vous vous mettez en danger, vous mettez vos bénéficiaires en danger. Et en plus, en cédant sur ce cadre et en basculant, en perdant votre posture, vous encombrez la vie psychique de vos bénéficiaires que vous êtes a priori censé aider à alléger. Donc, vous mettre en position de sauveur, c'est pas cool pour vous, c'est pas cool pour eux, et surtout, ça les encombre avec votre besoin de reconnaissance que vous n'avez pas dealé, mais c'est pas leur problème en fait. Laetitia, tu me dis, du coup, dans la formation, on voit les différents courants de psycho. Oui, programme journée 1. Programme journée 1, et forcément, il y a des piqûres de rappel et des reviviscences durant toute la formation. Mais déjà, on démarre avec la base. Et la base, c'est déjà de connaître un tant soit peu l'histoire de la psycho, de comprendre les 4 grands courants, dont la systémique, puisque c'est ta question suivante, et de comprendre les présupposés, parce que vous le verrez en J1 de la formation, comme j'ai plaisir à le dire souvent, en psycho, tout le monde est à peu près d'accord sur rien. C'est une science universitairement qui est très jeune, qui a 250 ans, donc vous avez plusieurs grands courants en psycho, et ils démarrent tous sur des présupposés qui sont souvent contradictoires entre eux. Donc, outre le fait que les outils et les méthodes sont différentes, il y a déjà des postulats de base qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Déjà, parce que je le mets en journée 1, parce que ça va vous cadrer, entre guillemets, le cerveau et l'apprentissage en disant, OK, ça, c'est du registre analytique psychodynamique, ça, c'est du registre TCC, ça, c'est du registre systémique, ça, c'est du registre humaniste, etc. Ça vous permet aussi de parler un langage commun avec vos confrères et consoeurs vers lesquels vous serez probablement amenés à réorienter assez souvent, et que, évidemment, pour le bien-être de vos bénéficiaires, vous ne renvoyez pas un bénéficiaire en psychanalyse comme vous renvoyez un bénéficiaire en thérapie cognitivo-comportementale. Ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes méthodes. Votre bénéficiaire, si lui, il s'attend à faire une grande introspection sur son enfance et à mettre du sens sur son enfance et que vous me l'envoyez en TCC, je ne vais pas être content. Ça va pas lui convenir, c'est pas ça sa demande, c'est pas ce qu'il cherche. Donc ça permet de parler un langage commun, ça permet de structurer votre pensée, ça permet de vous armer conceptuellement. Et après, dans la formation, donc avec moi, vous aurez plutôt une dominante de la systémique, puisque c'est plutôt mon champ à moi. Chloé qui vient me former sur la question traumatique, je suis allée chercher des consoeurs qui sont pas formés dans les mêmes champs que moi pour que vous ayez des visions différentes. Donc Chloé, elle, est formée TCC, ACT, ICV. Si ça vous paraît du chinois, c'est qu'il faut venir en formation. Donc, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie d'acceptation et d'engagement, intégration au cycle de vie, sur la question traumatique, évidemment. Donc, on a un socle commun assez important avec Chloé, parce que moi, je viens plutôt de ces courants-là aussi, même si on ne s'est pas spécialisé sur les mêmes choses, mais Chloé, elle viendra avec cette vision-là. Et Delphine, qui vient en fin de formation, elle est orientée psychanalyse freudienne psychodynamique. Et donc, elle viendra justement vous apporter aussi le vocabulaire et la vision de la psychodynamique, et avec tout ce qu'ils savent faire de bien meilleur que nous, notamment dans la question des transmissions psychiques inconscientes et dans ce qui se transactionne dans les inconscients. Donc voilà, le gros de la formation est plutôt systémique, hein, plutôt systémique humaniste, parce que c'est
plutôt moi qui suis là. Mais il y a aussi voilà, une vision des autres courants pour que vous puissiez peut-être retourner votre veste et vous dire qu'en fait, vous avez super envie de faire de la psychanalyse. En fait, moi, la voilà, la revoilà. Connexion qui a sauté. Alors du coup, j'ai pas eu accès au chat, je sais pas si j'ai loupé quelque chose. Non, non, on était juste en train de se demander où ça avait bugué, en fait. Je sais pas, caprice technique. Voilà. Bon voilà, je sais plus du coup ce que j'étais en train de vous dire, mais Du coup, Laura, on a accès à la formation pour y revenir, combien de temps? tant qu'elle existe. Parce que Donc c'est écrit sur le site que les replays sont accessibles que le temps de la formation. en fait, vous avez sur votre espace de formation, vous avez les replays, vous avez les contenus pour aller plus loin, vous avez les vidéos, machin. À partir du moment où votre promo elle est terminée, vous avez accès, vous gardez l'accès à la plateforme. Donc en fait, les replays de votre promotion vont disparaître quand la promo d'après va arriver, parce qu'il faut bien que je mette les leurs. Mais par contre, vous aurez accès du coup à leur replay. En fait, vous gardez l'accès à la formation. Donc en fait, toutes les mises à jour, toutes les nouveautés, vous les avez. Donc là, par exemple, on est à la promo 7. Depuis la promo 1 a accès au contenu de la promo 7. Et évidemment, comme la formation elle a beaucoup évolué, bah, eux, ils ont accès à toutes les nouveautés. C'est juste que bah, effectivement, vos replays à vous, quand la promo, si vous venez là à la promo 7, quand la promo 8 va arriver, bah, évidemment, j'enlève vos replays pour leur laisser la place, mais par contre, vous pourrez visionner les replays de la promo 8. D'accord, Voilà. merci. Et comme ça, vous gardez effectivement l'accès aussi aux outils, au contenu pour aller plus loin, etc. Donc il n'y a aussi pas de stress. Si on veut aller voir tous les contenus, aller plus loin, puis qu'on n'a pas eu le temps pendant la formation, vous les regarderez après, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il reste des questions? Sur le sauveur, sur la psycho, sur la formation? Laetitia, est-ce que j'ai répondu du coup à ta question qu'il y avait dans le chat? Parce que j'ai répondu entièrement, je veux dire. Parfait. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Non? Ok. Eh ben écoutez, on a l'air bon. Donc je vous retrouve d'ici le 25 mars en appel découverte, le 25 mars en formation, je sais plus combien d'avril pour la masterclass, je vous le remettrai de toute façon dans le mail. Le 9 avril. Le 9 avril à 12h15, comme d'habitude, pour la masterclass d'avril qui sera philo, du coup, sur la question du sens de la vie. Rien que ça. 9 avril au soir, on se retrouve à Lyon pour les Lyonnais, Lyonnaises et pas trop loin, c'est la soirée bien dans ta boîte. Dans le premier arrondissement de Lyon de 20h à 23h pour celles et ceux qui sont là, qui ont envie d'être là, si vous voulez faire dédicacer le bouquin, boire un coup, manger. Je suis en train de régler le devis avec le traiteur d'ailleurs, la traiteuse en l'occurrence, pardon. Voilà, c'est les prochains rendez-vous, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pas en avril pour le coup. Bon, bah écoute, peut-être effectivement à une autre soirée bien dans ta boîte. Peut-être. Je suis. Oui, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Oui, et ben voilà, je suis sur Lyon du 9 au 11 avril. Je suis sur Paris du Ah, 29 avril au 1er mai, quelque chose comme ça. Donc voilà. tu seras où sur Paris? Alors le 29 ou le 30, je ne sais plus. C'est le 30, je crois. Je me trimballe dans le 8e, parce que je donne une interview dans le 8e l'après-midi. Donc c'est une journée dans le 8e, et les autres jours, je suis logée dans le 15e, donc je vais traîner. Ah d'accord, non, non, c'est pas pour un événement particulier autrement sur Non, là lequel on c'est peut moi qui aller. me déplace pour rencontrer du réseau, pour donner des interviews, mais voilà, ça peut être l'occasion de Ok. prendre un café. Ok. Voilà.
Et c'est vrai que tu fais un jour un événement sur Paris, ça serait pratique pour des personnes par exemple qui te suivent et pour qui Lyon, c'est pas la porte à côté. Oui, c'est fait partie de la longue liste des choses qu'il faut organiser. Oui. Il faut que je prévoie ça. Je pense que pour avril, ça va être un peu rush d'arriver à l'organiser. Euh, bon, de l'été, c'est sûr que vous ne me voyez pas à Paris, hein, parce que franchement, ça va être Bah, trop le... puis surtout là, hein, c'est Oui, pas le moment. voilà, ça va être trop le beans. Donc, peut-être fin d'année 2024, organiser un truc à Paris. Bah, ce serait Ouais, sympathique, ça. t'es sur Lyon de base. De quoi? T'es sur Lyon de base. Alors moi, j'eus habité à Lyon. Je suis maintenant en Provence depuis 3 ans et demi. Ouais. Et donc, bon, je fais régulièrement des allers-retours à Lyon parce que beaucoup de réseaux là-bas, professionnels, amicales, etc. Mais à Paris, un peu moins souvent, mais ça m'arrive d'être à Paris quand même. Et regarde, t'en fais des déplacements. Ça a fait un petit peu de déplacement, voilà, au gré des obligations pro, amicales et de faire garder mon chien. Très bien. Eh ben, Bon. écoutez, je vous dis à très vite en appel découverte, formation, masterclass, que sais-je, Instagram et autres. Et puis voilà, merci d'avoir été là. Et bon après-midi. Merci beaucoup, en tout cas. Ciao, Au ciao. revoir. Merci Laura, toujours aussi enrichissant. Merci.